Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Aura d'experts. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Armand Wéhou, actuel président du CGEC Rhône-Alpes. Il vient de s'installer et de monter son cabinet ex nihilo après 8 ans de salariat dans les grands groupes. Nous allons voir avec lui son parcours d'un petit village du Bénin jusqu'à la présidence du CGEC, en passant par l'ENA du Bénin et les études littéraires. Bonjour Armand, Bonjour à tous les deux. tu es né un 4 mars, tu es donc poisson. Les traits dominants de ce signe, c'est empathie XXL, créatif mais pragmatique, sens du devoir discret, grande profondeur émotionnelle. Lequel, selon toi, te décrirait le plus ? Ah oui, quand même, grande profondeur émotionnelle, effectivement. Tu peux me... Parce que là... Intuition et empathie XXL, oui. créatif mais pragmatique, sens du devoir discret ou grande profondeur émotionnelle. Ah, mais je me retrouve un peu partout, un peu, là, j'ai l'impression... Donc c'est assez vrai. Donc c'est assez vrai, c'est vrai. Voilà. Mais, non, mais c'est sûr que je me sens un peu partout là-dedans. Voilà. Comme quoi. Ouais. On va démarrer, Armand, avec... du coup, on va revenir sur ton enfance, là d'où tu viens, sur tes origines, et puis savoir un petit peu dans quel contexte familial tu as grandi, enfin que tu nous racontes un petit peu. Moi, on se connaît par ailleurs, et je suis très... voilà, j'attends, en tout cas, je ne connais pas cette partie-là de ta vie, et du coup, je suis ravi d'entendre ce que tu as à dire là-dessus. Voilà. Alors, mon enfance, je l'ai passée au Bénin. Je viens du Bénin. J'ai grandi dans un petit village. Je suis né, j'ai grandi dans un petit village au centre du Bénin, donc, qui s'appelle le Gozoré, qui est dans la commune de Savalou, un peu à 200 km, un peu plus de 200 km au nord de Cotonou. Hein. Donc, une enfance, on va dire, pour l'époque, assez libre, parce que là-bas, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces petits villages, nous sommes tous les enfants, on se promenait tous ensemble, hein, on parcourait tout le village à s'amuser ensemble. On allait à l'école tout seul, c'est pas comme aujourd'hui, il faut accompagner dès la maternelle, j'allais à l'école tout seul parce qu'il n'y avait pas de risque particulier et que... le contexte était tel quel. Oui, donc j'ai grandi donc du coup dans ce contexte-là avec mon père, ma mère, mes frères, voilà, dans une famille, on va dire à quatre. Donc voilà, j'ai trois frères. Trois petits frères, voilà, je suis l'aîné et l'aîné, il y a une certaine, c'est valable pour tout le monde, mais il y a une certaine rigueur, une certaine exigence envers lui que donc du coup dont j'ai bénéficié, comme on bénéficie d'un contrôle, voilà. Donc c'est un petit peu ce contexte-là qui m'a vu grandir, voilà. Et du coup, le projet, enfin, à l'époque, où le rêve d'enfant, c'était quoi ? Ah le rêve d'enfant, alors là, oula. Qu'est-ce que tu voulais faire ? Quand j'étais gamin, déjà, le contexte dans lequel j'ai grandi faisait effectivement que il y avait... Bon, c'est quoi le contexte, hein, c'est simple. Enfin, mon père, quand on était gamin, on dit qu'est-ce qu'ils font tes parents à l'école, on te demande, moi, on dit, tu dis, ton père, il est cultivateur et ta mère, elle est ménagère. Ah, mais c'est quoi ça? À l'époque, les termes étaient encore... c'est agriculteur et en fait femme au foyer en soi, quoi. Donc, du coup, forcément, les moyens n'étaient pas forcément débordants. Hein. Donc, il y a deux côtés. Ça avait effectivement ce côté-là où tu te dis, oui, effectivement, je suis dans un contexte assez particulier. Mes premières révisions, c'était sans électricité, puisqu'il n'y avait pas d'électricité dans le village encore. Donc, ni eau potable, n'en parlons pas. Mais ça te forge. Ça crée en toi, ça fait de toi ce que tu deviens. Il y a le côté où tu dis c'est pas toujours évident et il y a le côté où tu dis il faut que je change quelque chose, ça que je bosse dur, je bosse très dur et que je m'en sorte et que je renverse un peu la vapeur, voilà. Donc c'est ça ça t'a donné une envie de t'élever. Absolument. Et qu'est-ce que tu imaginais faire à ce moment-là ? Est-ce que tu avais un job en tête ou pas ? Ouais, à ce moment, quand on était à l'école, je veux dire, jusqu'au bac, on est un peu tous pareils et on ne sait pas trop effectivement ce qu'on va faire et tout ça, mais je me disais, j'allais être médecin. Voilà. D'accord. J'allais être médecin et tout, et en fait, à chaque fois au fur et à mesure qu'on avançait, je me dis, bon, écoute, il faut que tu travailles dur, et parce c'était très exigeant et tout ça. Et en fait, à un moment, j'arrive en année déjà au lycée. Avant le lycée, on me classe en série littéraire.
Du fait de mes moyennes qui étaient plutôt bonnes dans les matières littéraires et un peu moins bonnes dans les matières scientifiques. Je dis, ben non, mais non, j'ai dû batailler, aller passer par le bureau du censeur ou du directeur pour être transféré en série D, comme on l'appelait à l'époque. Un peu, en fait, c'est dominance SVT et mathématiques et physique, quoi. C'est scientifique un peu comme aujourd'hui, mais voilà. Et quand j'arrive à ce niveau-là, à ce stade, j'ai fait donc cette série-là, j'ai le bac. Je rate ma première année donc, de concours en médecine. Et en fait, à partir de là, je me dis, bon, écoute, il faut que je retente ma chance, parce que c'est pas exactement comme ici, on fait la première année d'abord. Nous, on passait directement. Donc, du coup, en fait, dès le bac, tu passes en même temps. Et après, du coup, ça se faisait pas mal à l'époque. On s'inscrivait un peu. Moi, je me suis inscrit après ça dans une. C'est atypique, hein, en chimie, biologie, géologie. Voilà, dont le programme était un peu similaire. Il y avait plein de matières, physique, chimie, thermochimie, chimie organique, chimie minérale, zoologie, géologie, tout ça qui étaient un peu des matières qu'on retrouvait un peu dans le concours. En fait, c'était pour préparer le concours une deuxième fois. Et en fait, avant que je ne termine ça, il se trouve qu'il n'y avait plus de concours. Le gouvernement avait décidé à l'époque que les concours n'allaient plus se passer comme ça et que c'était étude de dossier désormais. Donc voilà. Donc cette première année a fait que j'ai basculé après sur une deuxième passion que j'avais, parce que ça, je le faisais pour pouvoir préparer un concours et que c'était sans objet désormais, quoi. Et donc, la deuxième passion, c'était les lettres. Donc, j'ai basculé en lettres modernes. Donc, je suis titulaire d'une licence de lettres modernes. Je ne sais pas si vous, je ne sais pas si vous avez vu ça dans vos. On n'avait pas l'information. Dans vos, voilà, c'est ça. Donc, voilà, donc j'ai fait les lettres modernes. Donc, j'ai fait première année, deuxième année, troisième année. J'étais en quatrième année de lettres modernes, donc où j'ai étudié la littérature et la civilisation africaine, mais aussi des matières assez atypiques comme l'introduction à la langue et la culture latine, ou la littérature et la civilisation française de l'Antiquité gréco-romaine jusqu'à nos jours, en passant par le Moyen-Âge jusqu'au XVe, la Renaissance et l'humanisme au XVIe, le classicisme au XVIIe, les Lumières au XVIIIe, le romantisme au XIXe, le surréalisme et d'autres courants littéraires au XXe. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je n'ai pas noté donc, sur mes profils publics, effectivement. Donc, je pense que vous n'avez pas dû tomber dessus. Non. Et comment tu bifurques, comment tu arrives à la compta? Parce que c'est deux cursus qui n'ont rien à voir quand même. Absolument, absolument. C'était une très bonne question, Amélie. Comment je bifurque à la compta? Eh bien, une fois que j'étais en maîtrise, parce que quand j'ai passé le concours, on pouvait postuler dans 3 écoles à l'époque. Donc, il y avait la médecine, la pharmacie, mais aussi l'École nationale d'administration, l'ENA. Donc, du coup, j'avais postulé dans ces 3-là. J'avais essayé de rentrer dans l'une de ces 3 écoles. Et quand j'ai dû me rabattre sur cette deuxième passion dont je vous parlais à l'instant, en fait, arrivé en maîtrise, j'ai quand même pas lâché le morceau pour autant. J'ai continué à rester accroché à la possibilité de faire l'une de ces 3 écoles-là, donc parce que l'ENA, c'était en fait plutôt pour aller dans la finance. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, une fois que j'étais en 4e année sur études de dossier, j'ai pu rentrer à l'ENA, l'École nationale d'administration du Bénin, effectivement, où j'ai fait l'administration des finances et du trésor. Et donc, mes études, là, c'est là que j'ai touché à la compta pour la première fois. Et c'est là que j'ai été piqué par le virus de la comptabilité. Parce que mon professeur de comptabilité était un expert comptable. Et j'ai eu des discussions avec lui. Et ça m'a tout de suite donné envie, en fait, un peu comme tout un comptable de concours de circonstances, en fait, qui m'a amené là. Au départ, je ne me disais pas, je vais absolument être expert comptable. Et en fait, quand j'ai eu ce contact-là, ce premier contact avec la comptabilité, via mon professeur de comptabilité qui était expert comptable, professionnel, qui intervenait à l'ENA, voilà. Et en fait, ça m'a donné envie. Et j'ai discuté avec lui, il me disait, ah mais vas-y, si tu as envie, si ça te plaît comme ça et tout, vas-y. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premières années de comptabilité, pendant que je faisais en même temps aussi des cours parce que qui dit ENA dit administration aussi publique. Hein. Donc voilà, j'ai fait ça, toute cette partie-là. Je suis arrivé à la fin de mes études, donc j'ai recommencé du coup, en fait, en première année de l'ENA, et j'ai fini en 3e, jusqu'à terminer, j'ai soutenu. Et pour le soutenir, justement, j'ai fait mon stage de fin d'études au ministère de l'économie et des finances,
du Bénin, à la direction générale du budget, précisément, qui comportait à l'époque, 3 directions, la direction de la préparation du budget, la préparation de l'exécution, la direction de l'exécution du budget et la direction des pensions et rentes viagères, un truc comme ça. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'ai découvert toute la partie de l'administration publique qui concerne la préparation du budget, où tous les ministères venaient pour la période budgétaire, les conférences budgétaires, où tous les ministères venaient défendre les lignes de crédit et tout ça auprès de la direction générale du budget. Et en fait, j'ai travaillé là-dedans un peu avec ceux qui étaient fonctionnaires là, et pour soutenir. Donc, j'ai créé mes voix ensuite que j'ai soutenu. Et j'étais destiné, en ayant fait administrateur des finances et du trésor, à devenir comptable public, comptable payeur ou receveur, comptable, enfin, tous ces métiers-là du trésor, mais aussi des métiers comme les contrôleurs financiers des ministères des Finances, des différents ministères du pays. Hein, ça s'est pas passé comme ça. Et en fait, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Parce que par-dessus tout aussi, il y avait comptable public, mais il y a aussi inspecteur des finances, au inspecteur général des finances qui auditait un peu en fait les comptes. Et donc plutôt que d'auditer les comptes, d'être comptable public ou d'auditer les comptes publics, j'ai décidé en fait après de partir parce que de partir de là et de basculer carrément pour faire la même chose, mais dans le secteur privé, au service de dirigeants, mais toujours au service de l'intérêt général, quoi. Voilà. Et du coup, tu rejoins la France à ce moment-là. C'était à Clermont-Ferrand. Exactement, c'est à ce moment-là que je rejoins la France, parce que en fait, si vous voulez, avec les circonstances que je vous décrivais au tout début, dans lesquelles j'ai grandi, on peut se dire, mais comment j'ai pu alors, effectivement. Mais en fait, il n'y a pas de hasard. Hein. Moi, je ne crois pas au hasard. Tout est absolument... tout est faisable, déjà. Et voilà, effectivement, et je crois absolument que tout est possible et qu'il faut y croire. On n'a pas besoin de savoir comment ça va se réaliser. Il faut toujours croire que ça va se réaliser et travailler dur pour. Voilà, c'est important. Et bien, il se trouve que, en fait, une fois que j'étais à ce moment-là, parce que parallèlement à ce que je vous ai dit sur ma période où j'ai fait des études de lettres modernes, et ben, j'ai fait ce qu'on appelait la presse-école. Voilà. C'est-à-dire qu'au sein de l'université, il y avait 2 journaux, d'ailleurs, de parution, et une radio animée par les étudiants. Et en fait, ceux qui voulaient pouvaient se faire former par des journalistes du pays, un peu comme on les connaît aujourd'hui en France, qui venaient pour nous former. Et moi, j'ai fait ça jusqu'à aller... donc, j'ai fait la partie presse écrite. Et donc, du coup, au moment où je travaillais à l'ENA, et bien, en fait, au moment où j'étudiais à l'ENA, je travaillais dans un journal, dans un quotidien de Cotonou, la presse du jour, ça s'appelle. Et en fait, j'allais à l'ENA de 8h à 18h30 et je travaillais au journal de 19h30 à peu près à 1h du matin, 2h du matin, tous les soirs, du dimanche au jeudi, parce que pour les parutions de lundi au vendredi. Et donc, c'est comme ça que je finançais mes études. Et donc, à un moment, quand j'ai fini, je fichais toujours au journal quand... il y a un monsieur qui est un vieil ami de ma famille, que ma famille a connu dans les années 90, un Français, qui était descendu, un haut fonctionnaire, qui était envoyé pour aider l'administration, parce que la démocratie, c'était les années 90, donc en 90, pour aider l'administration à mettre en place un petit peu plein de dispositifs, notamment en termes de décentralisation ou de déconcentration, tout ça, il a travaillé sur pas mal de projets. Et donc, c'est à ce moment-là il s'appelle Bernard Lester. Hein, et en fait, il est revenu au Bénin au bout de 20 ans. Et moi, j'ai vu une photo où j'avais 4 ou 5 ans, où j'étais sur ses genoux à l'époque, mais je ne l'ai jamais vu en vrai, je ne l'avais jamais revu encore en vrai quand je l'ai revu adulte. Et bien en fait, il est revenu parce qu'il s'est dit, mais au bout de 20 ans, je vais retourner voir ce que le Bénin est devenu. Et il était toujours en contact de toute façon avec mon oncle qui l'a fait venir, qui l'a rencontré. Et en fait, c'est comme ça que ce monsieur, une fois qu'il est venu, il a dit, mais attends, mais... tu es à l'ENA, là, et tu travailles comme ça, toutes les nuits et tout. Qu'est-ce que tu fais après et tout. Et moi, j'avais dit, effectivement, là, j'avais ce projet-là, et donc je lui ai parlé. Et c'est grâce à ce monsieur, effectivement, qui, entre-temps, en fait, au moment où il est revenu, il était élu député en France. D'accord ? Et c'est lui qui m'a aidé, notamment financièrement, à pouvoir venir. Ouais. Voilà, et donc ma famille, moi-même personnellement, ma famille, on lui sera éternellement reconnaissant, de toute façon. Et c'est lui aussi qui t'a aidé à choisir la zone géographique, pourquoi aussi choisir pourquoi Clermont-Ferrand ? Parce que mon oncle, qui l'a connu et qui était venu avant moi, était à Clermont-Ferrand. D'accord. C'est pour ça que j'étais venu à Clermont-Ferrand à l'époque. Super histoire, incroyable. Franchement, voilà. Je suis ravi de l'avoir entendu. Écoute, merci pour le partage. Je suis désolé, ça a pris peut-être un peu. non, c'était super intéressant. Mais voilà. Non, c'est pour comprendre aussi un peu ton histoire. Et comme tu l'as dit, la notion de croire
que ça va être possible, ça joue énormément. Beaucoup. Surtout sur... en plus, nos diplômes sont quand même relativement longs, donc Oui. on peut aussi s'essouffler. Absolument. D'avoir ce moteur-là, je pense que c'est très important. C'est ça. Du coup, si on accélère un petit peu le temps, tu passes du coup ton deck. Ton objectif a toujours été du coup d'être expert comptable. Finalement, à ce moment où tu découvres la compta. À partir du moment où j'ai découvert la compta, je voulais le faire. Effectivement, je voulais devenir expert comptable. Donc, j'arrive à Clermont-Ferrand. Je passe rapidement. Donc, je fais licence. Je recommence du coup licence Tu en repars, ouais, en 3e année. Ouais, voilà. Et après, j'ai fait master CCA, DSCG dans la foulée. Et après, j'ai commencé le stage. Je suis arrivé à Lyon pour commencer à travailler et faire le stage DEC en fait en soi. Voilà quoi. Et tes premières expériences professionnelles, du coup, comment tu arrives à choisir un cabinet? Comment tu... Ah ouais, ça c'est une bonne question parce que les premières expériences professionnelles en cabinet, aujourd'hui on est tous, on dit tous, dans les cabinets on n'arrive pas à recruter et tout, mais on veut tous aussi quelqu'un qui a déjà fait une première expérience. Donc c'est tout ça que moi quand on discute entre confrères, je dis, mais il faudrait qu'on puisse quand même aussi parfois prendre sur nous et essayer de donner cette première expérience parce que si quelqu'un ne la donne pas, en fait, les autres n'auront pas. Ouais, donc c'est aussi ça l'attractivité pour laquelle on se bat et qu'on continuera à se battre. Hein. Et donc en fait, le premier cabinet que j'ai eu, c'était un cabinet familial à Clermont-Ferrand, une dizaine de collaborateurs. Et là aussi, pas des concours de circonstances, parce que pendant toute mon année de licence, je n'ai pas pu obtenir un stage, parce que tout le monde voulait quelqu'un qui a une expérience. Mais en fait, j'étais en Allemagne, parce que j'ai fait un semestre d'études à Erasmus, en Allemagne, en Master 1. Quand un jour, je vois un mail de professeur de contrôle de gestion, Didier Jourdain, qui me dit... ben écoute Armand, en allant à la boulangerie ce dimanche, j'ai croisé un de mes anciens élèves, Charles-Édouard Pio, qui est devenu expert comptable, qui a pris le cabinet à la suite de son père, et qui m'a dit qu'il t'avait croisé un jour lors de la remise des diplômes du master CCA, et en fait, il a bien aimé et tout, il a bien accroché ta personnalité et tout ça, et donc il m'a dit, est-ce que... du coup, si tu cherches toujours une alternance, ben voilà. C'est comme ça que j'ai eu ma première expérience, alternance en cabinet et à Clermont-Ferrand avant d'arriver à Lyon après, où j'ai travaillé dans deux cabinets. Et pareil, comment tu passes de Clermont à Lyon? C'était au suite des études ou... Mais Clermont à Lyon parce que ma compagne a fait master CCA à Clermont comme moi, mais qui était déjà en train de travailler à Lyon. Voilà. C'est ça. C'est comme ça que je suis arrivé à Lyon plutôt que d'aller ailleurs ou que de rester à Clermont-Ferrand. Donc là, tu as découvert l'audit à ce moment-là, dans tes cabinets, c'est ça? Voilà. Le commissariat aux comptes. Voilà, je suis arrivé, j'ai rejoint Inelis, donc à la Cité internationale, cabinet avec lequel j'ai passé quand même beaucoup d'années, mes premières années après l'expérience donc du coup de Clermont-Ferrand, où la configuration, la structuration m'a permis aussi, on m'a donné ma chance, l'associé fondateur Nicolas Priest, donc du coup m'a donné ma chance effectivement de pouvoir travailler avec ce cabinet, avec lui. Et tout de suite, en fait, ça m'a permis de monter en compétence la configuration parce que j'ai tout de suite été projeté sur le terrain. Donc, j'ai beaucoup appris très vite. Et donc, j'ai passé 4 ans et quelques, toutes mes années de stage aussi là, jusqu'à de 2017 à 2022, où j'ai fait mon stage de 2018 entre-temps à 2020, et j'ai fait le DEC dans la foulée en même temps, en 2018-2021, j'ai fait le DEC dans la foulée, voilà, et après, effectivement, après cette expérience, j'ai rejoint le cabinet Oris à Vèze, où j'ai passé pareil presque 4 ans là, avant de décider aujourd'hui de partir sur une nouvelle aventure. Ça fait, on va y revenir un peu plus tard. Voilà. Par curiosité, ton sujet de mémoire, qu'est-ce que c'était? Mon sujet de mémoire, c'était le commissariat aux comptes dans les structures d'insertion par l'activité économique. Et donc, en fait, ça portait spécifiquement sur les associations intermédiaires, parce que les structures d'insertion par l'activité économique, il y avait les associations intermédiaires, les entreprises d'insertion, les entreprises de travail temporaire d'insertion, les ateliers, chantiers d'insertion, enfin plein de structures comme ça qui, en fait, travaillent à insérer ou réinsérer des personnes qui ont des difficultés personnelles et professionnelles particulières. Et en fait, d'où moi je viens, ça m'a parlé tout de suite quand j'étais auditeur de deux points de vue, parce que premièrement, parce que effectivement, je trouvais qu'il y avait quand même un peu de spécificité professionnellement et en termes de financement de ces structures, en termes de gestion et tout ça, qui faisait que, d'ailleurs à l'époque, Jacques Castès, qui était Premier ministre, est venu à Lyon en visite et allé dans un groupe du coup que je ditais, parce qu'il y avait une dizaine de structures là-dedans et que je ditais à l'époque chez Inelis. Donc du coup,
Et ce qui s'est passé, c'est que, premier, ça m'a parlé de ce point de vue, mais aussi du point de vue de l'utilité sociale et sociétale indéniable de ces structures, parce qu'on peut voir qu'il y a des personnes qui ont quand même beaucoup, beaucoup de difficultés et qui sont accompagnées et qui, en fait, s'en sortent, en tout cas, avec plus ou moins de réussites pour certains, mais en tout cas, beaucoup de résultats tangibles et très importants. Et donc, en fait, je trouve que c'était vraiment touchant et important leur rôle. Et bon, voilà, du coup, en fait, ça m'a donné l'envie de passer encore plus de temps, du coup, parce que moi, on y passe beaucoup de temps, de passer du temps sur ce sujet-là et que j'ai soutenu. Voilà, et c'est comme ça que je crois que c'est comme ça que j'ai obtenu mon deck. J'ai eu 15, je crois, en mémoire. Voilà. Oui. Félicitations. Non, mais merci. Pour la mise en avant déjà Ouais, de ces structures-là qui sont peut-être un peu moins connues dans le métier. C'est vrai. On va revenir un petit peu sur une actualité très récente, Oui, qui est le montage de ton cabinet. Donc tu t'es lancé en indépendant. absolument. Tu peux nous expliquer un petit peu ton cheminement, on va dire, comment t'en es arrivé là, enfin, au niveau de ta réflexion, pourquoi tu l'as fait, pourquoi pas t'associer avec quelqu'un d'autre, avec d'autres confrères. Voilà, explique-nous un petit peu. Ouais. Là, oui, effectivement, la chance que nous avons, d'abord commencé à dire que la chance que nous avons dans ce métier, c'est qu'on peut exercer de plein de manières différentes, on peut exercer de plusieurs façons. On peut effectivement faire des choix, tous différents. On peut changer, on peut refaire. Donc, en fait, mes expériences, effectivement, dont je vous ai parlé, que ce soit Inelis ou RIS, plus récemment, où j'ai vraiment beaucoup appris, m'ont permis, en fait, de vraiment me développer intellectuellement, personnellement. Et après, en termes d'association, pourquoi pas? Parce que effectivement, les dynamiques n'ont pas convergé à un moment ou à ce moment-là. Mais en fait, il y a aussi le fait que une fois que j'ai obtenu mon deck, en fait, j'avais envie de créer. Mais j'ai pas créé tout de suite dans la foulée parce que c'est bien d'avoir le deck, mais il faut aussi continuer à. Ça se prépare en fait, quoi. Je veux dire, en termes, selon l'expérience qu'on avait avant ou pas, selon le profil, on est tous différents. Et bien, plus ou moins, on peut le faire directement, comme on peut attendre un petit peu avant de le faire. Et j'ai attendu. Et ma dernière expérience, la création, par exemple, de mon cabinet, c'était le départ d'Oris. Ça a été voilà, expliqué. Il n'y a pas d'animosité. On s'entend toujours. Enfin, voilà, je dis, il n'y a pas de problème particulier. C'est un projet qui me tenait à cœur, que j'ai expliqué, qui a été compris par mes associés. Et donc, du coup, oui, j'ai toujours voulu effectivement créer. Et donc, je me suis dit, allez, c'est le moment, il faut se lancer, c'est maintenant ou jamais. C'est pas dans 10 ans que je me dis, purée, peut-être ça se trouve, j'aurais peut-être fait ça. Et si j'avais fait ça, qu'est-ce que ça aurait donné? Il vaut mieux avoir des remords que des regrets, c'est ce qu'on dit, non? N'est-ce pas? Ouais. Et puis, de toute façon, on a tellement de chance dans ce métier que ça peut ne pas être évident, effectivement, de se créer aujourd'hui, vu le contexte du marché. Je ne sais pas si on va en parler, mais en tout cas, ça peut ne pas être évident, mais quand il faut s'accrocher. De toute façon, rien n'est jamais acquis, hein, donc il faut y aller. Et puis, il faut essayer, il faut se battre, il faut tout donner. Et quand ça marche, ça marche. Quand ça ne marche pas, il faut recommencer. Il faut voir pourquoi ça ne va pas marcher. Il faut recommencer. C'est Nelson Mandela qui disait je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. Oui, c'est très vrai. Et donc là, aujourd'hui, tu es seul associé dans ton cabinet. Est-ce que tu as des salariés, pas de salariés, ou comment tu vois un petit peu là, les mois à venir? Comment tu envisages un peu tout ça? Alors, ma journée aujourd'hui type, c'est la journée de créateur Nilo. Et donc, du coup, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir effectivement structurer assez rapidement, parce que le contexte du marché, et puis même les ambitions personnellement à développer, enfin, il y a tout un tas de points de contexte qui font que on peut pas, c'est pas forcément très viable de rester tout seul trop longtemps. Et puis c'est pas l'idée du tout, en fait, de toute façon. Ouais, il faut bien partir et après travailler à structurer progressivement une équipe et structurer le cabinet, en fait, en soi, quoi. Donc voilà. C'est ton challenge dans les mois à venir. Absolument, et j'adore les challenges. C'est pour ça que vous avez remarqué, j'ai recommencé plusieurs fois mon parcours atypique sinusoïdal. J'ai dû recommencer plus. Et ben voilà, donc ça y est, c'est le prochain. J'aime pas du tout la routine, donc du coup c'est reparti là, pour retour. Voilà. Du coup, pour le cabinet que tu crées, que tu es en train de créer, là, en train de modeler, oui. Est-ce qu'il y a une image forte? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que tu as voulu impulser dans ce cabinet-là?
par rapport à tes expériences précédentes, par rapport à tes ambitions dont tu parlais? Oui, effectivement, ce cabinet, comment je le veux? Je le veux aujourd'hui. Tu sais, je ne sais pas du tout comment ça va se passer parce qu'on peut pas, on sait pas. On a nos envies et puis on a notre énergie, notre dynamisme et on va dire. Tous les outils, tout le réseau, toutes les rencontres qu'on fait et qui font que, en fait, les choses se passent, voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce cabinet, je le vais vraiment profondément avec beaucoup d'humanisme, voilà, et humanisme, compétence et confiance. Voilà, autrement dit, en fait, c'est beaucoup de bienveillance, beaucoup de professionnalisme et de proximité. C'est important. Aujourd'hui, dans notre métier et dans notre métier d'expert comptable, de chef d'entreprise aussi, qui accompagne les chefs d'entreprise avec un contexte pas toujours facile pour les chefs d'entreprise. On fait aussi beaucoup de la proximité est importante, la confiance elle est capitale, que ce soit en audit ou en expertise d'ailleurs. Hein. Donc la proximité est importante pour accompagner notamment en tant qu'expert comptable les dirigeants dans le contexte économique que nous connaissons tous, avec les années difficiles depuis le Covid et les crises, les contextes de crise qui se succèdent, on ne sait pas de quoi sera fait. Quoi. Voilà. Donc, par rapport à ça, ce sera ma dernière question sur cette partie-là. En termes de comment tu imagines, toi, le futur par rapport aux évolutions, par rapport aux crises, par rapport aux évolutions de législation, aux outils, à l'IA qui arrive, à la financiarisation des cabinets, au regroupement qu'on voit. Toi, tu arrives comme ça, tu es tout seul, tu as une belle expérience, riche, et tu as une vision, tu es là. Tu as une feuille blanche devant toi pour créer. Qu'est-ce que tu te dis à ce niveau-là, sur le marché, on va dire, de l'expertise comptable et de la tournure que ça prend? Effectivement, le marché, comme tu dis si bien, il y a un contexte de concentration, de financiarisation et même d'ubérisation un peu, hein, dans certains points de vue, du métier, de nos métiers, parce qu'on en a plusieurs donc, dans la profession. Et en fait, je pense qu'il y a toujours quand même de la place pour tout le monde. Voilà, il y en a qui vont effectivement t'expliquer que... de toute façon, il y en aura toujours qui te diront que tu ne vas pas y arriver, que de toute façon, t'es qui, toi mais en fait, il faut dépasser ça. Faut dépasser ça et on a tellement d'exemples qui nous montrent qu'on peut quitter n'importe où et aller réaliser de belles choses. Parce que, en fait, comme disait le cardinal de Ré, les grandes choses qui ne sont pas exécutées paraissent toujours impraticables à ceux qui ne sont pas capables de grandes choses. Voilà. C'est important parce qu'il faut d'abord l'avoir fait. Une fois que c'est fait, les gens disent « Ah, mais il a fait ça, ils ont fait ça. » En fait, oui, il faut y croire. L'important, c'est que vous commencez à y croire vous-même déjà, nous-mêmes déjà, donc personnellement. Et donc, pour revenir plus précisément donc, sur la question, la financiarisation, c'est l'ordre normal des choses, un peu quelque part, parce qu'on a vu d'autres secteurs d'activité qui se sont beaucoup financiarisés. Et derrière, aujourd'hui, c'est un peu le tour, j'ai l'impression, des cabinets. Et pour ça, ça veut dire aussi qu'il y a une certaine taille critique aujourd'hui qu'il faut pour rester, pour être attractif. Et c'est d'abord parce que notre secteur est attractif qu'il y a ce contexte-là aussi. Bon, la concentration, du coup, concentration, oui, mais on peut toujours commencer. Ça n'empêche absolument pas de commencer un petit groupe avant de peut-être se restructurer et ensemble créer des dynamiques communes avec plein d'autres. Donc, en fait, c'est qu'un point de départ, en fait, aujourd'hui, avec la page blanche. Et l'avantage, c'est que c'est une page blanche, tout est à écrire, quoi. Donc, ça peut être effrayant à la fois, mais aussi excitant. Voilà, passionnant, quoi. Voilà. C'est ça qui est intéressant, excitant, mais ça fait peur, mais c'est aussi le côté excitant, et c'est ça aussi, je pense, qui peut être un gros moteur à se lancer et pas avoir peur finalement d'y aller. Totalement. Qu'il y ait la place pour tout le monde. Exactement, totalement. Et je vous retourne la question parce que vous aussi, vous avez créé, Jérémy. On n'est pas là pour témoigner aujourd'hui. Jérémy, il y a effectivement un peu plus de 10 ans maintenant. 12 ans maintenant. 12 ans maintenant, donc voilà, cardinal aujourd'hui, et puis quand t'es... c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Voilà, et pareil, Amélie. Donc, on a la preuve que oui, ça marche aussi de se créer ex nihilo, oui, tout à fait, il ne faut pas avoir peur. On aura l'occasion d'en reparler. Bon, très bien, parce que
du coup, sinon, si vous me dites arrête tout, France, t'es complètement taré. C'est ça que vous. Non. Non, pas du tout. Non, justement, Ah non, mais tu c'est as un bel possible exemple aujourd'hui. justement dans la notion que tu dis de croire Oui. et que tout est possible. Je trouve que ton parcours est assez inspirant pour ça et de montrer. Je trouve que c'est important de montrer qu'il y a différents profils, comme tu as dit, et que c'est pas parce que forcément on voit qu'il y a une très forte concentration, il y a de la place pour tout le monde et c'est un peu à soi finalement de se faire sa place et d'y croire. Ça, je pense que c'est une notion qui est très, très importante. Voilà, en plus là, voilà, tu as un nouveau chapitre qui commence. Et puis pour faire le lien aussi, en plus, tu as un autre rôle aussi avec plus ordinal, tu es président du CJEC. Est-ce que ça, tu peux nous expliquer un petit peu, toi, ton rôle en tant que président, l'association, ce que c'est? Et là, en plus, tu es un peu doublement concerné, comme tu t'installes. Tu es l'exemple parfait de quelqu'un qui s'installe vis-à-vis du CGC. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme accompagnement? Oui, ouais, bien sûr, le CGEC est là effectivement pour informer, pour aider, pour accompagner les jeunes, en fait, les jeunes experts comptables. Une fois diplômés, on ne sait pas trop, hein, on peut parfois être un peu paumé. On a des ambitions, mais on ne sait pas trop comment on s'y prend pour pouvoir y arriver une fois qu'on a le diplôme. Parce qu'il faut le porter quand même. Hein. Le lendemain, on te dit, bon, bim, t'es expert comptable. Et donc, du coup, toi, tu te dis, bon, je me suis battu pour ça, je l'ai mérité, je l'ai eu, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Mais par où je commence? Eh bien, en fait, viens au CJEC. Parce que nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour dire, on crée, il y a depuis plusieurs années, il y a eu plein de présidents de CJEC avant moi, hein, donc plein de présidents et de présidentes avant moi qui ont travaillé bénévolement et c'est très très important. C'est un travail capital qui est fait au niveau donc de cette association-là, tant au niveau national que dans les régions, pour aider les professionnels, quel que soit leur choix d'exercice, leur mode d'exercice qu'ils ont choisi, parce que on peut créer, mais on peut aussi s'associer, on peut racheter, on peut être salarié, on peut faire plein d'options, on peut aller en entreprise. En fait, il y a toutes les possibilités d'exercice qui sont là et qui en fait sont structurés. En fait, aujourd'hui, on est en train de travailler, par exemple, pour mettre à disposition donc des jeunes un manuel sur concernant les divers modes d'exercice, en fait, pour qu'ils puissent dire je veux me créer, comment je dois faire. Il y a ci et ça. On a des équipes qu'on a constituées qui travaillent actuellement et qu'on va publier avec le national et l'ensemble des régions dans les mois à venir. Et donc, le but du CJEC, c'est ça. Ne restez pas seul, sortez de l'isolement, parce que c'est un piège de s'enfermer tout seul. Allez à la rencontre donc, des instances. Et moi, j'ai toujours eu cette fibre-là un peu associative ou d'investissement dans tout ce qui est associatif et institutionnel, parce que ça a commencé très tôt, hein, délégués de classe, délégués d'établissement, les BDE à l'université, voilà, président de l'association des étudiants de mon village, toutes ces missions-là. Et à Clermont-Ferrand, pareil, vice-président, puis président de l'association du Master CCA, où on organisait déjà des événements, le tournoi de gestion, par exemple, avec l'ordre et la compagnie là-bas. On organisait la nuit qui compte, on y allait. Des fois, on nous confiait même des choses, l'ordre nous confiait des événements organisés et quelquefois donc on le faisait. Je me souviens qu'on avait organisé une fois le tournoi de gestion à l'école de commerce d'ailleurs de Clermont. Donc en gros j'ai toujours voulu m'investir et à chaque fois et je trouve que c'est important qu'il y ait des gens qui le fassent parce que bon il y a la profession, il y a le pro, il y a le business et tout ce qu'on veut, mais il y a aussi l'institution qui est là et qui fait ce que le métier est, qui fait que on a ce respect-là, qu'on a que le métier, la profession d'expert comptable, que ce soit le métier de commissaire aux comptes ou d'expert comptable, ben, qu'on a cette reconnaissance-là qui aujourd'hui est indéniable et qui fait que... Mais c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui travaillent depuis 45, depuis tout ce temps-là, tous les jours, et qui consacrent beaucoup de leur temps à ça. Donc il faut qu'il y ait des gens qui s'investissent. Donc venez vous investir, n'hésitez pas, allez-y.
Voilà. Merci pour le message, en tout cas. J'espère qu'il sera entendu très fortement. J'espère. Comment tu le sens, ça, toi qui rencontres les jeunes experts comptables, donc viennent au CGEC, ils ont moins de 5 ans, ça, c'est experts comptables de moins de 5 ans, c'est ça? Oui, Ouais. le CIEC, c'est effectivement c'est tous les inscrits, d'accord, au tableau de l'ordre ou sur la liste des commissaires aux comptes, la règle de base, hein, depuis moins de 5 ans. Il y a quelques spécificités, parce qu'on ne va peut-être pas tous les détailler, mais en tout cas, quand on change de statut, on peut repartir pour, voilà, ou en tout cas pour 5 ans, mais en tout cas, il y a ça, la règle de base, c'est ça, c'est tous ceux qui sont là depuis moins de 5 ans. Et aujourd'hui, il y a la concentration dont on parlait, mais pourtant, il y a aussi plein de gens qui se créent tous les jours. Moi, je les vois au CGEC. Donc, il y en a qui prennent d'autres voies. Il y en a ils peuvent. Ceux qui se créent aujourd'hui, peut-être que dans 5 ans ou je ne sais pas, 5 ou 10 ans, peut-être qu'ils se mettront ensemble pour avoir un groupe de la place lyonnaise ou un autre groupe d'ailleurs. Hein. Donc, tout est possible, tout est possible. Donc, du coup, moi, je pense que le marché se dynamise beaucoup et que, effectivement, malgré tout ce contexte dont on a parlé de financiarisation, de concentration, d'ubérisation et tout ce qu'on veut, je pense que même nos aînés nous disent aujourd'hui, hein, il y a 30 ans, on leur disait déjà qu'on va disparaître et que, voilà. Donc, l'IA aussi, aujourd'hui, effectivement, plus qu'un outil, c'est presque une révolution aujourd'hui. Donc, cette révolution-là, il va falloir qu'on la vive et qu'on en sorte. Et que, justement, qu'on vive avec, en fait, en soi. Parce qu'à mon avis, une fois que c'est là, il va falloir qu'on... Et justement, toi, tu es au contact assez facilement des jeunes confrères ou jeunes installés. Est-ce que tu sens qu'il y a une peur vis-à-vis de ça? Ou est-ce qu'il y a un sentiment qui ressort par rapport à tout ça? Je pense plutôt que les jeunes, ils s'en emparent. Je pense qu'ils s'en emparent, justement du sujet et que tous les outils qui sont là aujourd'hui les intègrent et que effectivement, il y en a qui se forment, s'il le faut aujourd'hui, beaucoup, pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir en tirer le meilleur. Voilà, c'est plutôt la tendance, le sentiment que j'ai en tout cas quand je discute avec les jeunes que je rencontre dans le métier, dans la profession au sein du CGEC. D'accord. Merci en tout cas pour ton retour. Là, maintenant, on l'a entendu, tu as eu pas mal d'expériences dans plein de domaines très variés. Est-ce que tu as un conseil que tu aurais aimé avoir, je sais pas, il y a une dizaine d'années, que tu aimerais donner une recommandation ou quelque chose qui pourrait aider quelqu'un qui est indécis ou soit à venir dans nos filières ou alors à s'installer aussi ce que je vais dire sans détour, c'est qu'il faut absolument y aller. Quand vous avez envie de faire quelque chose, commencez-le, faites-le. Faites le premier pas, et le deuxième, et le troisième, et allez-y. Parce que, en fait, vous savez, je prends l'exemple d'une voiture qui va faire 200 km en pleine nuit. Les phares n'éclairent peut-être qu'à 100 mètres. Et pourtant, au bout de 100 mètres, les 100 mètres qui suivent se déploient, et ainsi de suite, et on fait 200 km. Donc, allez-y. Allez-y, vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il y a dans 2 km. N'hésitez pas, venez découvrir le métier. Et ceux qui ne sont pas encore dans la profession, qui hésitent, les étudiants ou d'autres, venez dans la profession, vous découvrir les métiers passionnants que nous avons. Il y en a beaucoup et vous allez forcément trouver votre voie, votre place. Il y a de la place pour tout le monde, on l'a dit, on l'a redit. Même si, effectivement, aujourd'hui, on peut dire... l'image qu'on a de la profession, là, elle est non, et non, c'est pas du tout ça. Ne restez pas accrochés aux stéréotypes, accrochés et collés à la profession. Venez découvrir par vous-même et vous allez voir que vous pouvez vous régaler. Voilà. Par rapport à cette image-là de la profession, on voit aussi qu'il y a peut-être aussi un changement un peu absolument, quand même bien sûr. Qui s'amorce tout ça, lié aussi aux outils qui nous apportent un peu tout ça. Je pense que c'est pareil, dans les jeunes qui s'installent, tu dois peut-être aussi un peu le constater, ça se fait là. Je pense que les profils sont de plus en plus différents. Oui. Donc ça, c'est plutôt bien. Totalement. De pas hésiter à venir dans nos filières. Absolument. Et quand on y est déjà, et quand on a envie de se lancer, comme tu disais, il faut se lancer. Et il faut se lancer, il faut se battre pour avancer. Voilà. Tous les jours, il faut se battre pour avancer. De toute façon, c'est comme ça. Et une fois que on avance, en fait, chemin faisant, l'appétit vient en mangeant, c'est ce qu'on dit. Hein. Donc, chemin faisant, en fait, c'est en avançant qu'on arrive à un carrefour. C'est une expression que je vous traduis littéralement de ma langue maternelle d'origine. C'est-à-dire que si tu n'avances pas, tu ne peux pas arriver à un carrefour où tu as une sorte de croisée des chemins, où tu as plusieurs voies, en fait, plusieurs possibilités. Donc, il faut sortir. Et puis, quand vous vous lancez, ne restez pas isolé. Il faut se rapprocher
des institutions, des instances, des organes comme le CJEC, comme l'autre, la compagnie, il faut s'investir. Et il y aura toujours quelqu'un qui va vous aider à un moment ou à un autre. Voilà, parce qu'on est aussi là pour s'aider, pour s'entraider. Voilà. Oui, ça c'est une notion qui est aussi importante, la confraternité qui commence finalement dès les études. Ben oui, on ne s'en bien rend sûr. pas compte, mais finalement qui commence dès les études. Ben oui, bien sûr, évidemment, parce que tout le monde va peut-être pas forcément vous ouvrir les portes, et si on vous fait celle-là, ben allez frapper à une autre, et ça va finir par s'ouvrir, allez-y. Parce que de toute façon, personne n'est ami de tout le monde, et personne ne fait l'unanimité, ça n'existe pas, ça. Et donc, en fait, vous allez tomber sur des gens, parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes, finalement, c'est Jean Baudin qui l'a dit. Et en fait, c'est en rencontrant des gens que un jour, j'ai rencontré Jérémy, il y a quelques années, et là, aujourd'hui, non, mais c'est vrai. Et on finit en podcast, voilà. Et en fait, c'est très, très important. On n'a rien fini encore. Voilà, on n'a pas fini. On n'a rien fini. On est en cours. Ah, donc oui, c'est comme ça que vous tombez sur des gens qui vont vous aider. Je vous ai parlé de ce monsieur, de cet ami de ma famille qui m'a aidé à venir et avec qui on sera éternellement reconnaissant. Je vous ai parlé de Charles-Édouard Piot, celui qui m'a recruté en premier, Didier Jourdain, Fabien Roux, tous ceux qui m'ont donné ma chance et qui m'ont pris, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va vous donner votre chance. Et ensuite, les cabinets qui ont suivi, que ce soit Élise, Auris, qui m'ont donné ma chance aussi, et que je remercie. Franchement, oui, c'est ça. Donc, c'est important. Je pense qu'il y a 1000 façons, il y a 1000 raisons en tout cas, d'aimer l'expertise comptable et le commissariat aux comptes. Tes raisons à toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui te motive au quotidien? Alors, la relation client, la proximité, la nouveauté aussi, parce qu'on ne s'ennuie jamais. Il y a tellement de divers domaines d'activité, de secteurs, de spécificités, que ce soit technique ou que ce soit tout simplement humain. Parce que c'est ça qui est au cœur de tout. C'est l'humain, c'est la relation humaine qu'on a. Parce que vous qui êtes installé depuis quelques années, vous faites parfois un peu de psychologie quand même, non? Parce que quand le client, ça va pas, et que ça va pas, et que voilà, au bout d'un moment, il est là, il appelle son expert comptable, parce que nous sommes là pour lui. Donc, du coup, il dit, attends, mais c'est le médecin finalement, en fait, de l'entreprise. Hein. Nous sommes le médecin de l'entreprise, sans vouloir être prétentieux, bien sûr. Voilà. Ton rêve, tu l'as atteint. Tu vas être peut-être médecin. Ah oui, c'est vrai. C'est effectivement. Humainement, et finalement, voilà, on procède différemment. On prescrit d'autres choses. C'est nos ordonnances. Il y a d'autres, on fait des prescriptions, mais qui ne sont pas exactement les mêmes que le médecin généraliste ou que le spécialiste. Mais en tout cas, notre spécialité à nous. Dans notre spécialité, on fait nos prescriptions. Et ça ne marche pas si mal que ça, puisque voilà, et c'est eux qui en parlent le mieux. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces échanges ultra riches. On arrive sur la fin de l'interview, on a encore quelques questions pour toi. On demande ça à tous nos invités, on aimerait avoir toi ta recommandation en termes de livre. Un livre que chacun doit avoir lu au moins une fois dans sa vie. Que tu recommanderais. Ah, un livre que quel que soit le thème, pas forcément pour Entreprendre de Jérémy Rangis. Non, mais il faut entreprendre, évidemment. Ouais. Non, plus sérieusement, effectivement, il y a ça, mais il y a, voilà, ça va pas nous rajeunir, hein, on va replonger un peu, parce que les livres, j'en ai quand même pas mal lu du fait de mes années de lettres. Effectivement, titulaire d'une licence S-lettres, vous imaginez que j'en ai lu quand même un certain nombre, qui ont traversé toutes les époques. Donc, il y en a plusieurs qui m'arrivent en tête, mais je vais dire Les caractères de Jean de la Bruyère. Je pense que vous connaissez peut-être pas forcément. Alors, Jean de la Bruyère, on connaît, mais peut-être pas les caractères. Eh bien, en fait, c'est le chef-d'œuvre d'une vie. Hein. Il n'a écrit que ça. Il n'a écrit que ça et ça traverse les siècles. C'est un livre qui date du XVIIe, je crois, c'est le classicisme, dans lequel, effectivement, il allie humour, ironie et satire pour, effectivement, dénoncer un certain nombre de travers humains, mais aussi mettre en avant des valeurs humaines importantes qu'il faut véhiculer. Et je trouve que ce livre, il est un peu intemporel, quoi. Intemporel, et c'est aussi ce qu'il a voulu faire passer comme message, hein, que les valeurs humaines et les travers aussi humains sont universels et intemporels. Voilà. Et si tu avais la possibilité de dîner avec une personnalité, vivante ou morte, qui tu choisirais? Mais j'aurais aimé... Pas forcément connu. Hein. J'ai demandé... Vous m'avez pas dit que... On laisse des petites surprises. Ah, c'est ça. Mais de toute façon, il m'a rien dit, Jérémy. De toute façon, je dis, mais il n'a rien voulu dire. Mais ok. Mais ça... oh là, ouais, il y en a plusieurs qui... Mais, mort, j'aurais dit Mandela, mais j'aurais quand même choisi quelqu'un de vivant. Et j'hésite entre plusieurs, dont mais Patrice Talon, le président de la République actuelle du Bénin, et Barack Obama. Et donc, je dirais peut-être Patrice Talon. Voilà. Merci beaucoup. Et pour finir, c'est une note plus légère, une musique que tu écoutes en ce moment, hein?
Oh Une musique que j'écoute, j'écoute beaucoup de musique traditionnelle béninoise parce que c'est si inspirant, il y a tellement de choses qui sont véhiculées là-dedans, mais j'en écoute aussi de tout, hein. Donc j'en écoute aussi de musique dite moderne. Moi, je considère qu'elles sont toutes, elles le sont toutes, mais en ce moment, les jeunes avec lesquels je suis parti en mission ces derniers mois m'ont fait découvrir Ninho que j'écoute que j'écoute un peu à ce moment, mais sinon un peu de tout. Un peu de tout. Voilà. Super. Merci beaucoup en tout cas de t'être prêté au jeu. Merci Armand. Merci à À vous très vite. de m'avoir invité et puis let's go. Ouais, let's On go. continue, hein. Exactement. Merci. Merci. Merci.